Dans les entrailles étouffantes d'un palais royal, une créature humaine gisait, entre convulsions et pourriture. Ce n'était pas un criminel ni un mendiant, mais le souverain le plus redouté de tout un empire. Son souffle empestait la mort, alors qu'il respirait encore. Janvier 1547. Dans une chambre aux murs saturés de moiteur et d'encens, un silence pesant régnait, brisé seulement par les râles d'un homme à l'agonie. Cet homme, autrefois perçu comme un demi-dieu de la Renaissance, n'était plus qu'une carcasse rongée de l'intérieur. Le roi d'Angleterre, celui que nul n'osait contredire, expirait lentement, prisonnier de son propre corps devenu prison. Autour de lui, les courtisans retenaient leur souffle bouffuyaient. L'odeur qui s'échappait de ses plaies purulentes était si virulente qu'elle faisait fuir les plus braves. Des mouches voletaient autour de sa chair nécrosée, et des larves se délectaient déjà de ce festin royal. Ce supplice n'avait rien d'un trépas glorieux. Il s'agissait d'une putréfaction vivante, d'un effondrement en direct, d'un corps qui abandonnait chaque fibre de sa dignité. Cet être décomposé n'était autre que Henri VIII. Le même qui avait défié la papauté, brisé les chaînes de Rome, réécrit la foi d'un royaume et envoyé reine et conseiller à l'échafaud sans trembler. Aujourd'hui, ce titan aux décisions dévastatrices n'avait plus de pouvoir sur son propre organisme. Et pourtant, autrefois, il était la promesse d'un âge d'or. Mais comment le prince charismatique, célébré comme un héros de tournoi, adoré pour sa beauté et son esprit, en était-il arrivé à cette déchéance monstrueuse? Comment l'enfant solaire de la dynastie Tudor était-il devenu ce colosse difforme, dont même la mort semblait repousser l'ultime délivrance? Pour comprendre cette chute vertigineuse, il faut repartir aux origines là où tout semblait lumière et avenir radieux. Car ce récit est bien plus qu'une biographie royale. C'est une tragédie aux accents de damnation, mêlant grandeur, trahison, obsession et mutilation de l'âme. Avant de devenir tyran, il fut l'enfant oublié. Celui qu'on éleva pour prier, pas pour régner. Le trône d'Angleterre n'était pas censé lui appartenir, jusqu'à ce que la mort le désigne héritier. 28 juin 1491. Henri Tudor vient au monde au palais de Greenwich, dans un monde où les rois se forgent dès le berceau. Mais lui, deuxième fils du souverain Henri VII, n'est pas destiné à la couronne. Le trône revient à Arthur, l'aîné, l'enfant prodige promis à l'Empire. Tout est déjà écrit, éducation royale, traité d'alliance avec l'Espagne, instruction en politique et diplomatie. Pendant ce temps, le jeune Henri, plus discret, suit un chemin tout autre, celui de l'Église. Le garçon aux cheveux flamboyants et à l'esprit vif reçoit une éducation religieuse rigoureuse, avec l'idée d'un avenir dans les ordres. On l'imagine cardinal, peut-être archevêque. Rien ne le prédestine à devenir roi. Mais le destin, capricieux, déchire les plans soigneusement tissés de la couronne. En 1502, le pays est plongé dans le deuil. Arthur, l'héritier tant choyé, succombe brusquement à une fièvre mystérieuse, peut-être la suette anglaise ou la tuberculose. Henri n'a que 10 ans. La tragédie le projette au cœur d'un futur qu'il n'attendait pas. Du jour au lendemain, l'enfant effacé devient le futur roi. Ce basculement le marquera à jamais. La perte de son frère laisse une empreinte indélébile dans son esprit. Henri grandira avec une peur profonde de la mort, un besoin obsessionnel de laisser une trace, de bâtir une lignée immortelle. Cette angoisse, silencieuse mais constante, deviendra le fil rouge de sa vie. Chaque mariage, chaque guerre, chaque exécution portera l'empreinte de cette peur. Mais à l'aube de son règne, Henri n'est pas encore le monstre obèse et paranoïaque des dernières années. Il incarne l'idéal de la Renaissance, élégant, cultivé, séduisant, athlétique. Un prince comme dans les récits d'épopée. Pourtant, sous le vernis doré du pouvoir, les premières failles sont déjà là, invisibles, mais profondes. Avant les meurtres, les trahisons et la folie, il fut ce roi que tout le monde aimait. Beau, puissant, cultivé. Henri VIII brillait comme un astre. Mais même les soleils finissent par brûler ce qu'ils illuminent. À 17 ans, Henri VIII ceint la couronne d'Angleterre. Le peuple acclame son avènement comme on célèbre la promesse d'une ère nouvelle. Il est l'incarnation vivante de la chevalerie, grand, athlétique, le visage lumineux, les épaules larges, la chevelure rousse comme une torche vivante. Avec sa prestance naturelle, il impose respect et admiration dès qu'il franchit un seuil. Les diplomates étrangers parlent d'un roi né pour inspirer. Mais Henri ne se contente pas d'une beauté physique éclatante. Il parle couramment le latin, le français, l'espagnol, compose de la musique, écrit des vers, débat avec les plus grands intellectuels. À la chasse, il poursuit le cerf à cheval avec une endurance déconcertante.
Au bal, il danse jusqu'à l'aube. Dans les joutes, il terrasse ses adversaires avec une fougue de preux. Sa première décision en tant que monarque est symbolique, épouser Catherine d'Aragon, la veuve de son frère défunt. Une femme noble, issue des plus hautes sphères royales d'Espagne. Ce mariage semble unir deux puissances chrétiennes dans une alliance de paix et de prospérité. La cour rayonne. L'Europe observe avec admiration ce couple royal à l'aura presque mythique. Sur le champ de bataille, Henri ne reste pas dans l'ombre. En 1513, il conduit lui-même ses troupes contre la France et prend la ville de Tournai. Cette victoire, bien que modeste, renforce son image de roi chevalier. Lors du fameux camp du Drap d'Or, il affronte François Ier dans des joutes symboliques, démontrant force, grâce et panache devant les yeux ébahis des cours européennes. Mais cette splendeur cache déjà une inquiétude sourde. Après plusieurs années de mariage, un problème majeur se dessine, aucun fils n'est né. Catherine, pourtant dévouée, enchaîne fausses couches et deuil. Seule une fille, Marie, survit. Pour Henri, hanté par la mort de son frère et obsédé par la continuité de sa lignée, c'est un coup cruel. Il commence à s'impatienter, à douter, à redouter. C'est là, dans l'heure de ses triomphes, que les premières ombres apparaissent. Non pas visibles encore, mais présentes. Tapis dans ses silences. Et dans cette peur grandissante de voir s'éteindre son nom avant qu'il n'ait bâti son empire, ce n'est pas une armée qui fit vaciller l'Angleterre. Ni une guerre. Mais une femme. Une dame de cour au regard noir, au refus catégorique, à l'ambition dévorante. Elle ne voulait pas être aimée. Elle voulait la couronne. Elle n'était ni la plus belle, ni la plus docile. Mais Anne Boleyn, fraîchement arrivée des cours raffinées de France, possédait une arme rare, le contrôle absolu de son image. Intelligente, vive, cultivée, elle faisait parler d'elle par sa manière d'être autant que par ce qu'elle disait. Son teint olivâtre, ses yeux sombres et ses cheveux noirs contrastaient violemment avec l'idéal féminin de l'époque et pourtant, elle captivait. Contrairement à sa sœur Marie, ancienne maîtresse du roi, Anne refusa catégoriquement de se donner à Henri. Pas de faveur royale. Pas de lit partagé. Rien avant le mariage. Ce refus, audacieux, nourrit une obsession dévorante chez le souverain. Durant 6 longues années, elle tint le roi à distance, tandis que lui, fou d'amour et d'orgueil blessé, lui écrivait lettre après lettre, brûlante de passion et d'impatience. Mais ce désir n'était pas que sentimental. Anne apportait aussi avec elle des idées nouvelles, des influences réformistes venues d'Europe. Son entourage, ses lectures, son assurance, tout transpirait le changement. Elle n'était pas simplement une amante potentielle. Elle était la promesse ou la menace d'un autre monde. Face à l'échec de son mariage avec Catherine, qui ne lui donnait pas de fils, Henri voyait en Anne une chance nouvelle, un renouveau. Mais l'Église catholique s'y opposa fermement. Le pape refusa d'annuler l'union avec Catherine, par peur de froisser Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire, qui n'était autre que le neveu de la reine. Alors Henri fit l'impensable, il rompit avec Rome. Il décida que lui, et lui seul, serait le chef spirituel de son royaume. Ce fut la naissance de l'Église anglicane. Un geste aux conséquences titanesques. Non seulement pour la religion, mais pour la société entière. Et tout cela, pour une femme. Ou plutôt, à cause d'un refus. Le prince chevaleresque devenait stratège sans retour. Le roi aimé se transformait en figure absolue, entouré de lois réécrites et de têtes bientôt tranchées. Le feu avait été allumé. Il ne s'éteindrait plus. Un roi amoureux brise son mariage. Un pape refuse. Alors le monarque décide de devenir pape lui-même. Ce qui commença comme une passion interdite devint la plus grande révolution religieuse que l'Angleterre ait jamais connue. À mesure que le refus du Vatican se confirmait, Henri cessa d'implorer. Il commença à imposer. Il n'avait plus l'intention de supplier une autorité étrangère pour sa vie privée. Si le pape refusait d'annuler son mariage avec Catherine, alors Henri créerait une église à sa mesure. Une foi taillée dans l'ambition et le désir. Une couronne sans maître spirituel. C'est en 1532 que le basculement s'opère. Henri contraint le clergé anglais à reconnaître son autorité suprême. Il devient chef unique de l'Église d'Angleterre. Une formule administrative, en apparence. Mais dans les faits, c'est une déclaration de guerre à Rome, au pape, et à tous ceux qui oseraient encore invoquer une autorité supérieure à la sienne. En coulisses, Anne Boleyn joue son rôle avec précision. Elle est enceinte, et Henri veut que l'enfant à naître soit légitime.
Il déclare son mariage avec Catherine Null et épouse Anne en secret. Quelques mois plus tard, elle est couronnée reine lors d'une cérémonie grandiose. Loin d'être acclamée, elle est huée par une partie du peuple, qui continue de vénérer Catherine comme la seule souveraine légitime. Ce rejet populaire n'empêche pas le roi de poursuivre sa mue. Désormais maître de l'Église, il s'attaque aux fondations mêmes de la foi. Entre 1536 et 1540, les monastères sont démantelés un à un. Plus de 800 institutions religieuses sont fermées. Leurs terres, trésors et manuscrits sont saisis. Ces biens, représentant un quart des terres cultivables, passent aux mains des nobles loyaux, créant une nouvelle aristocratie redevable au roi. Les moines qui résistent sont exécutés sans pitié. 3 abbés sont pendus, écartelés, et leurs corps exposés comme avertissement. L'art religieux est fondu, dispersé ou vendu. Même les vitraux des cathédrales sont menacés, ils ne survivent que parce que leur remplacement coûterait trop cher. Cette transformation institutionnelle s'accompagne d'un changement profond chez le roi lui-même. Il devient plus tranchant, plus méfiant, plus absolu. Les premiers à tomber sont ceux qui osent s'opposer à sa nouvelle autorité. Thomas More, son ancien ami et chancelier respecté, refuse de reconnaître Henri comme chef de l'Église. En 1535, il est décapité. Le jeune prince humaniste a disparu. À sa place se tient un homme de fer, un souverain pour qui l'amour n'est plus qu'un prétexte à la domination. Et Anne, pour qui il a tout renversé, ne tardera pas à le découvrir. Il avait attendu 6 ans pour la voir. Il avait renversé une religion pour l'épouser. Et pourtant, 3 ans plus tard, il l'enverra à l'échafaud. L'amour d'Henri VIII n'était pas éternel. Il était conditionnel. En 1536, 3 ans à peine après son sacre, Anne Boleyn n'est déjà plus la lumière du roi. La reine qui incarnait la nouveauté, l'audace, l'intelligence, commence à lui peser. Son esprit tranchant, son franc-parler, son refus de se soumettre au code traditionnel, tout ce qui avait charmé Henri le fatigue désormais. Mais surtout, elle ne lui a pas donné ce qu'il voulait, un fils. Elle accouche d'une fille, Élisabeth, promise à un grand destin mais inutile aux yeux d'un roi obsédé par sa lignée. Puis viennent les fausses couches. 3 en tout. À chaque perte, l'ombre de la malédiction s'épaissit. Anne, autrefois stratège et maîtresse du jeu, devient vulnérable. À la cour, les ennemis se multiplient. Le nouveau favori d'Henri, Thomas Cromwell, perçoit en elle une menace politique. Il sait que pour sécuriser sa place, il doit la faire tomber. Et alors, la machine s'enclenche. Subitement, des rumeurs naissent, Anne aurait eu plusieurs amants, y compris son propre frère Georges. Pire, elle aurait comploté l'assassinat du roi. Des accusations grotesques, sans preuve, mais suffisantes pour une condamnation. Le procès n'est qu'une formalité. Les témoins sont torturés. Le musicien de la cour, Mark Smeaton, confesse sous la douleur. 4 autres hommes, dont son frère, sont arrêtés, jugés, exécutés. Anne, seule dans la tour de Londres, comprend que le roi, son roi, l'a abandonnée. Et Henri ? Il festoie déjà avec Jane Seymour, douce et soumise, tout ce qu'Anne n'a jamais été. Le 19 mai 1536, une épée venue de France tranche la tête de la reine déchue. Pas de cercueil digne. Juste une vieille caisse à flèches. Enterrée à la hâte dans la chapelle de la tour. Ses dernières paroles, dignes, calmes, je ne viens pas pour accuser, mais pour mourir. Elle meurt seule, salie, abandonnée, par l'homme pour qui elle avait bouleversé un royaume. Il croyait avoir trouvé la paix, enfin. Une épouse obéissante, une grossesse prometteuse, un fils tant attendu. Mais pour chaque désir comblé, Henri paiera un prix plus lourd. Et cette fois, son propre corps deviendra son bourreau. 11 jours à peine après l'exécution d'Anne Boleyn, Henri VIII épouse Jane Seymour. La rapidité choque les cours d'Europe, mais le roi n'en a cure. Il est fatigué de l'intrigue, des femmes qui le défient, des épouses qui le déçoivent. Jane est l'antithèse d'Anne, effacée, pieuse, calme. Elle ne discute pas. Elle console. Et surtout, elle tombe enceinte. Le royaume tout entier retient son souffle. Enfin, un héritier mâle semble en chemin. Henri recommence à sourire. Les douleurs de la jambe causées par une blessure lors d'un tournoi commencent à l'handicaper, mais sa joie éclipse pour un temps la souffrance. Le roi, alourdi, moins vaillant, croit que la naissance d'un fils va le sauver. Octobre 1537. L'enfant paraît. Un garçon. Édouard. Sain, robuste.
La dynastie est assurée. Henri rayonne comme jamais depuis son couronnement. Il embrasse Jane avec gratitude. Il pleure de soulagement. Mais cette euphorie sera brève. 13 jours après l'accouchement, Jane meurt de fièvre puerpérale. La seule épouse qui lui ait donné ce qu'il voulait meurt avant d'être célébrée. Cette perte le frappe en plein cœur. Henri, pour la première fois, semble véritablement ébranlé. Il ne se remariera pas pendant 2 ans. Il ordonne des funérailles royales à Jane, et jure qu'il sera enterré à ses côtés. Ce sera la seule épouse pour laquelle il montrera un attachement sincère, presque tendre. Mais le corps du roi, lui, commence à se transformer. Son ulcère à la jambe s'infecte. L'odeur devient insupportable. Sa mobilité diminue. Son poids augmente. Il mange pour oublier. Il boit pour ne pas sentir. La douleur est constante, mais il refuse toute faiblesse. Et déjà, dans l'ombre, d'autres ambitions se lèvent. D'autres femmes attendent. D'autres échecs guettent. Car l'amour d'un roi ne suffit jamais à calmer le chaos qu'il porte en lui. Il l'a choisi sur un portrait. Il la répudia après un regard. Ce mariage, aussi bref qu'une saison, coûta plus qu'un divorce, il coûta la vie d'un homme de pouvoir. Et creusa encore un peu plus la tombe de l'illusion. Après 2 années de veuvage, Henri VIII accepte de se remarier. Non par amour cette fois, mais pour renforcer sa position politique. Son ministre tout-puissant, Thomas Cromwell, organise l'union avec Anne de Clèves, princesse d'un petit duché protestant du Saint-Empire. Une alliance stratégique, dans un monde en tension religieuse. Henri, déjà physiquement affaibli, ne rencontre pas sa future épouse en personne. Il s'appuie sur un portrait peint par Anne Solbin, qui présente une jeune femme sobre mais gracieuse. Le roi, intrigué, donne son accord. Mais lorsqu'Henri aperçoit enfin Anne de Clèves à son arrivée en Angleterre, c'est la stupeur. Il est horrifié par son apparence, bien différente du tableau flatteur. Il la qualifie de jument flamande et la compare, avec mépris, à une mule. L'humiliation est publique, glaciale, immédiate. Le mariage est célébré malgré tout, pour la forme. Mais il n'est jamais consommé. Henri refuse de toucher Anne, et cherche aussitôt à s'en débarrasser. Anne, intelligente et pragmatique, ne résiste pas. Elle accepte l'annulation, se retire avec dignité et reçoit un généreux dédommagement, domaine, titre, fortune. Elle devient la sœur du roi, la seule épouse à échapper à sa colère, et à la mort. Mais Cromwell, lui, paiera le prix fort. Il avait poussé pour cette union. Il avait convaincu le roi. Et maintenant, humilié, Henri cherche un coupable. Ses ennemis à la cour nombreux sautent sur l'occasion. Cromwell est arrêté, accusé d'hérésie et de trahison. Les charges sont floues, mais qu'importe. Le 28 juillet 1540, il est décapité. Ironie cruelle, c'est le même jour qu'Henri épouse sa 5e femme, Catherine Howard. La chute de Cromwell scelle la fin d'un règne de réforme brutale. Et montre une fois de plus qu'autour d'Henri, personne n'est jamais en sécurité. Pas même les architectes de son pouvoir. Elle n'avait que 16 ans. Lui en avait 49. Elle était vive, rieuse, belle. Il était obèse, malade, infecté. Il l'appelait de sa rose sans épines. Elle l'humilia d'un seul regard vers un autre homme. Il la fit décapiter. Lorsque Catherine Howard entre dans la vie d'Henri VIII, il ne reste plus grand-chose du prince charmant qu'il fut jadis. Il pèse près de 140 kilos, souffre d'un ulcère chronique à la jambe, et se déplace difficilement. Pourtant, lorsqu'il la regarde, son cœur bat plus vite où croit le faire. Catherine est tout ce que Jane Seymour n'était pas, jeune, pleine d'énergie, espiègle, éclatante. Elle n'a que 16 ou 17 ans à leur mariage. Henri en a presque 50. Elle est la cousine d'Anne Boleyn. Ironie du destin. Mais cette fois, l'amour semble faire renaître quelque chose chez lui. Il la couvre de bijoux, de robes, de musique. Il la chérit comme un trésor fragile. Il veut croire, encore une fois, qu'il est un roi désiré. Mais Catherine n'est ni naïve, ni amoureuse. Rapidement, elle entame une liaison avec un jeune courtisan de la cour, Thomas Culpeper. D'autres murmures surgissent sur ses amours passés, bien avant le mariage. Des lettres, des rendez-vous nocturnes. Lady Rochford, complice silencieuse, couvre ses secrets. Quand Henri découvre la vérité, il vacille. Ce n'est plus un roi offensé, c'est un homme humilié, trahi au cœur de son orgueil.
Il refuse d'y croire. Il exige des preuves. Et lorsqu'on lui présente les lettres de Catherine, il cède à une rage froide et implacable. Catherine est arrêtée. Culpepé aussi. Et bientôt, les exécutions tombent, comme autant de châtiments divins. Le jeune homme est pendu, castré, écartelé. Catherine, elle, implore la clémence dans une lettre désespérée à Henri. Il ne répondra jamais. Le 13 février 1542, elle est décapitée dans la cour de la Tour de Londres. On raconte qu'elle passa la nuit précédente à s'entraîner à poser sa tête sur le billot. Elle avait compris que la seule chose qui lui restait, c'était la manière de mourir. Avec elle, s'éteint chez Henri le dernier éclat de jeunesse. Après Catherine, il ne cherchera plus la passion. Juste une présence. Une infirmière. Et dans ses yeux désormais, plus personne ne voit de lumière. Il avait connu la passion, l'obsession, la trahison. Désormais, il cherchait autre chose, une femme pour tenir sa main quand plus personne n'osait approcher son corps en décomposition. Son dernier mariage fut un acte de survie. 1543 Henri VIII, rongé par les ulcères, brisé par les deuils, consumé par la colère et la douleur, épouse une sixième et dernière femme, Catherine Parr. Veuve de 2 mariages, elle a 31 ans. Lui approche les 53, mais en paraît 70. Il est si lourd qu'on le déplace à l'aide d'un mécanisme. Il souffre en permanence. Il sent la mort. Catherine n'est ni une beauté fatale, ni une jeune vierge. Elle est instruite, pieuse, rationnelle. Elle aime déjà un autre homme, Thomas Seymour, mais accepte ce mariage royal avec un calme résigné. Elle comprend qu'Henri n'a pas besoin d'une épouse, il a besoin d'une infirmière, d'une mère de substitution, d'un rempart contre l'oubli. Avec elle, Henri retrouve un semblant de paix. Elle soigne ses plaies. Elle lit avec lui. Elle tempère ses fureurs. Elle parvient même à rassembler ses 3 enfants en Marie, Élisabeth, et Édouard sous un même toit, dans une harmonie fragile mais réelle. Pour la première fois depuis des années, une silhouette féminine reste auprès de lui, non par peur ou par intérêt, mais par devoir. Mais le roi, lui, poursuit sa descente physique. Son ulcère devient monstrueux. L'odeur qui s'en échappe est si pestilentielle que même ses médecins gardent leur distance. On dit qu'on pouvait voir l'os à travers la chair. Il hurle la nuit. Il délire parfois, appelant les morts, parlant seul. Il consomme des litres de vin, absorbe de l'opium pour calmer la douleur, et mange comme s'il n'avait jamais cessé d'être un jeune chevalier. Les banquets continuent, les festins s'empilent, mais le roi, lui, ne digère plus rien ni les plats, ni la vie. Et pendant que son corps pourrit, son royaume tient à peine debout. Les factions se forment autour de ses enfants. Tout le monde sent la fin approcher. Tout le monde s'agite dans l'ombre. Henri reste figé, comme une statue fissurée. Et Catherine, dernière épouse d'un monstre devenu vestige, veille encore. Jusqu'à la fin, il se croyait au-dessus des lois. Il régnait seul, jugeait seul, tuait seul. Mais aucun pouvoir ne protège contre la chair qui se décompose. Henri VIII, le géant d'Angleterre, mourut lentement, en pourrissant vivant. 1546 À ce stade, Henri n'est plus un roi. Il est une plaie, une masse pesante, une chose que l'on déplace avec précaution et que l'on redoute d'approcher. Sa jambe gangrenée dégage une odeur si insoutenable que même ses plus loyaux serviteurs demandent à sortir pour respirer. La chambre royale est en permanence remplie de fumée d'encens, de plantes aromatiques, de parfums lourds, des tentatives désespérées pour masquer l'odeur de la mort en avance. Il ne dort presque plus. Il gémit, hurle, parfois délire. Il croit voir des ombres, il parle à des morts, il appelle des noms oubliés. Ses nuits ne sont plus que cris, convulsions et gémissements étouffés dans des oreillers. Son régime alimentaire demeure absurde, gibier, pâté, sanglier, volailles entières. On estime qu'il consomme encore plus de 5000 calories par jour, alors qu'il ne peut plus marcher. Des médecins étrangers, appelés pour aider, sont horrifiés par son état. L'un d'eux écrit dans son journal que le roi est empoisonné par ses propres médecins, tant les traitements sont archaïques, absurdes et douloureux. Mais personne n'ose contredire les décisions médicales royales, de peur d'y laisser la tête. Pendant ces rares moments de lucidité, Henri tente de mettre de l'ordre dans ses affaires. Il révise son testament, organise la régence pour son fils Édouard, âgé de 9 ans. Mais autour de lui, les vautours tournent déjà. 2 factions principales se disputent l'avenir du royaume, la famille Seymour, liée à Jane, et les Howard, alliés à Catherine Howard. Les intrigues battent leur plein,
même à côté du lit de mort. Dans un ultime acte de paranoïa, Henri ordonne l'arrestation d'Henry Howard, comte de Surrey, l'accusant de convoiter le trône. Il sera exécuté. Son père, le duc de Norfolk, échappe à l'échafaud uniquement parce qu'Henri meurt la veille de son exécution prévue. Le roi n'a plus de souffle. Il n'a plus de voix. L'archevêque Cranmé est convoqué, mais lorsqu'il arrive, Henri ne peut plus parler. On lui demande s'il meurt dans la foi du Christ. Il serre faiblement la main de Cranmé. Ce sera son dernier geste. Puis, enfin, le silence. Henri VIII meurt à 55 ans, après 37 ans et 7 mois de règne. La fin d'un monstre. La fin d'un homme. Il avait défié l'Église, renversé la foi, décapité ses femmes. Il pensait maîtriser la mort. Mais au matin de ses funérailles, son cercueil se fissura, et les chiens en burent le sang. La tradition exige des funérailles grandioses pour un souverain. Henri VIII, dans son testament, avait tout prévu. Une procession royale, des hymnes, une sépulture aux côtés de Jane Seymour, l'unique épouse qu'il ait vraiment pleuré. Le corps, énorme, infect, devait être embaumé selon les standards rudimentaires de l'époque. Mais les embaumeurs, même expérimentés, se heurtent à un problème de taille, littéralement. Henri est immense, et son corps est déjà en décomposition avancée. On retire les organes internes. On remplit son ventre de tissu, d'herbe, de poudre. On scelle le tout dans un cercueil de plomb, lourd, massif, que l'on transporte jusqu'à la chapelle Saint-Georges de Windsor, en attente de l'inhumation définitive. Mais la nature reprend ses droits. Durant la nuit, alors que le cercueil repose en silence dans l'église, des bruits étranges se font entendre. Des craquements. Une odeur âcre envahit l'air. Le gaz, produit par la décomposition, s'accumule à l'intérieur du cadavre. La pression devient insoutenable. Puis vient la rupture. Le cercueil se fissure. Un flot de liquides organiques s'en échappe lentement, imbibant le sol sacré. Le matin suivant, les serviteurs découvrent la scène, des chiens errants lèchent les fluides qui se sont répandus hors du cercueil du roi d'Angleterre. Une fin digne d'un tyran. Une fin que certains verront comme une punition divine. D'autres, comme le symbole d'un règne où même la mort fut excessive. Les funérailles ont lieu le 16 février 1547. Henri est enterré dans la chapelle Saint-Georges, auprès de Jane Seymour, comme il l'avait souhaité. Mais ce tombeau n'a rien d'un sanctuaire glorieux. Pas d'image, pas de sculpture. Une dalle froide. Un nom. C'est tout ce qu'il reste. Henri VIII avait rêvé d'un héritier éternel. Son fils Édouard meurt à 15 ans. C'est finalement sa fille, Élisabeth, née de la sorcière Anne Boleyn, qui propulsera l'Angleterre vers son âge d'or. Le grand paradoxe, ce roi obsédé par la virilité politique est immortalisé, par sa fille. Aujourd'hui, ce n'est pas pour ses lois, ni pour ses guerres qu'on se souvient d'Henri VIII. Mais pour ses femmes, son corps, sa déchéance. Un homme dont l'existence tout entière fut dévorée par la peur de l'oubli, et qui devint un monument de vanité, de cruauté, et de décadence.